il doit y avoir l'affirmation, si tu veux, de cette culture. Parce que là, nulle part, on va te dire, il existe une culture poitevine. Regarde, il y a pas mal de livres ici, mais cherche-moi un livre dans lequel on va dire, voilà la culture poitevine, la littérature poitevine. Non, on avait l'impression de voir un pays qui... un peu un pays qui crevait, quoi. On avait l'impression de ça sur le plan culturel. On s'est aperçu rapidement que les jeunes, par exemple, voulaient danser, voulaient les danses dites folkloriques. Ça, c'était à la mode. Tu vois. Alors les gens dansaient ici, au Dognon, comme je disais, des danses d'Israël, mais ils dansaient ça comme des sabots. Ou alors des danses du Far West, ils dansaient ça même pas comme des cow-boys, ils dansaient ça comme des couillons, autant le dire. Et rapidement, on a dit, mais il y a bien peut-être des danses ici. Alors mon épouse avait fait des petits sondages à Civray, agencé auprès d'un voisin, à Rougy-Bibeau, et il avait dit, mais on dansait la marchoise autrefois. J'ai dit, voilà, écoutez, les danses, on va pas les mettre dans des catalogues, dans des bouquins, tout ça. On va s'en servir pour vous et vous allez essayer de les reprendre, mais pas à travers moi, à travers les anciens. C'était mort autrement. Ah, le village, il était mort, hein, ouais. C'était mort. Les jeunes, bon, ben, tout le monde s'en va, il ne restait plus que vraiment les anciens. Et si M. Vallière n'était pas revenu pour remettre un peu tout en remue-ménage, c'était perdu. C'est des vieilles danses comme la marchoise, on ne saurait même plus si ça avait existé un jour. Le tout premier contact, c'était en avril 2015, mais c'est un premier contact qui n'a pas donné lieu à une collecte immédiatement. La collecte proprement dite, c'est-à-dire la prise en charge des premiers documents, elle a eu lieu de mémoire en mai 2017. Vous avez sûrement des infos supplémentaires à me donner, parce que j'ai relevé, il y avait une bande au nom de Millet. Ulysse Millet, c'est un paysage dans chez le Courtiou. Alors tout ça, si vous prenez ces noms, vous allez retrouver le catalogue de la dame. Oui, je suppose, j'imagine, mais j'en profite pour vous poser la question. Posez-moi toutes les questions. Et puis du coup, il y avait aussi une dernière bande, Auger, à Blanzey-sur-Boutonne, en Charente-Maritime, oui, ça, c'est en 77. Oui, c'était une éleveuse de Baudet, D'accord. en Charente-Maritime, dont la collection de Baudet a été achetée par le parc régional du Marais Poitevin pour faire l'asinerie de Dampierre sur Boutonne. Voilà. Donc ça c'est un dossier de transcription, c'est ça, de chansons? Oui, voilà. Alors, alors attendez, j'ai peut-être une question à vous poser en fait. Quand on a des fiches comme celle-ci, à quoi ça correspond tout ça? C'est le plan des fiches de chansons. C'était destiné à faire un livre, le grand livre des chansons. Voilà, c'était un projet de livre. D'accord, ok. Saison jamais bougé, c'est-à-dire c'est juste les incipites. Alors oui, il y a le titre, là, je vois quoi. C'est là qu'on a 600 titres. 600 titres? Oui. Oui, Christiane. Je chante tout de suite là? Oui. Ma petite Laurence voudrait bien dormir, mais son petit son ne veut point venir. Son, veine, son. Ici, c'est d'abord dans mon bureau. Et j'essaye de te montrer, et de vous montrer là quelques bandes magnétiques. Il y en a 1000 et quelques. Alors qu'ils sont stockés dans des conditions absolument épouvantables. Il y a des toiles d'araignée parce que je n'ai pas le bras assez long. Et voilà, toutes ces bandes sont faites dans la région ou ailleurs en France. Alors là, il y a surtout des veillées dans les villages. Ici, c'est des documents un peu spéciaux, de type linguistique, des enquêtes faites sur commande, un petit peu de phonologie. Là, ce sont surtout des musiciens, violonneux. Et là, ce sont surtout des gens qui chantent, qui chantent ou qui racontent des récits de vie. Là, ce sont surtout des récits de vie et entrée à l'agriculture. Tout ça, ce sont deux rayons sur l'Espignan dans l'Hérault. C'est mon village où est ma famille. Ensuite, là, il y a deux séries sur tout un rayon que sur des zones occitanes. Et là-bas, c'est un peu diversifié, depuis la Belgique, ici ou là. Et là, ce sont les contes populaires. Bon, et il y a aussi des contes dans l'armoire derrière, enfin il y en a un peu partout. Là, il y a encore des bandes qui ne sont pas archivées.
qui sont là. Je dirais pas qu'il en rentre tous les jours, mais presque. Bon, ici, c'est une mini-phonothèque, mais il y a déjà plusieurs milliers d'heures d'écoute et un travail. Alors moi, j'ai exploité une vingtaine de bandes ici pour une maîtrise sur la conteuse. J'ai fait 2 ouvrages chez Gallimard, j'ai fait un ouvrage chez Stork. Mettons que j'ai utilisé 40 ou 50 bandes magnétiques, quoi. Et ça fait déjà 3, 4 ou 5 bouquins. Mais on pourrait faire rien que les textes, en gros, hein, ou un agencement des textes. Mais il y a de quoi faire des tas de travaux. Et là-haut, au premier étage, vous avez vu la phonothèque de Michel, hein, qui est un peu plus restreinte, mais qui ne se confond pas avec celle-là. Et donc ça, c'est les enregistrements qui sont tous décrits sur la bande. Mais ils ont crapahuté cela un peu. Hein. Première copie Vallière. Voilà, ça c'est un grand classique. Hein. C'était une cassette. Cette cassette, je l'ai abandonnée au centre culturel et je me suis préféré me faire pour moi à l'époque, n'ayant pas envisagé de venir chez vous ni rien, oui. Une première copie pour amener à même calibre tous les bandes. Seulement, il faut que je vous dise qu'à l'époque, hein, il était de bon ton de prôner comme une sécurité, parce que c'était réputé inflammable, déposé en plusieurs endroits comme ça. D'accord. Voilà, comme un mode de sécurité. Si ma maison brûle, c'est chez vous. Voilà. Donc ça, pendant longtemps, ça a été le mode de conservation des archives inédites. Monsieur, vous m'apportez beaucoup de joie aujourd'hui. C'est gratuit. C'était beau ça. Je crois que sa très très grande qualité, c'est qu'il avait un pouvoir attractif un peu. C'était quand même, on le voit là sur sa photo ici, et c'est quelqu'un que tout le monde aimait d'emblée, quoi, je sais pas, il parlait tellement bien, il avait tellement le contact, et on le voit là, ce petit charmeur, je trouve, avec son frère, et c'est de ça. C'était un charmeur. La grande ville a la plus haute maison. On dit qu'il y a une gentille barbière, belle et gentille comme le jour. C'est pareil, comme je l'ai appris tout de suite, dès qu'on a fait l'enquête, je l'apprends à tous les gens du stage. Oui. Et ben, 15 jours après, tous les groupes du Poitou-Charentes chantaient ça. D'accord. et le dansaient, quoi. Et là, très très beau. Ah, elle était formidable, cette femme. On arrive dans un village, alors on n'avait rien trouvé parce qu'on allait au hasard, là. On va à la boulangerie, et puis on demande, vous ne connaîtrez pas quelqu'un qui saurait des danses, là, ou des chansons, tout ça. Oh, on me dit, allez en face, là, dans la maison, là, je suis sûre que cette dame, elle doit savoir des choses. Et alors, son mari était malade. Donc, elle ferme la porte sur son mari qui est malade, elle vient sur la place et hop, elle fait le professeur de danse, elle chante en même temps. Formidable. Madame Jamin. Jamin. Ce qui est formidable, c'est qu'on a tout de suite posé des questions et que tout de suite il y a eu des réponses. Donc il fallait continuer. Et il y a évidemment tous les instituteurs qui étaient d'origine paysanne déjà et qui aidaient, qui nous donnaient ah tiens, il faut aller là, voir celle-ci, il faut avoir là. Voilà. Et le fait qu'on a démarré au d'Oignon, dans un petit village tout à fait dans la campagne de 80 habitants, oui. Et avec des instituteurs qui étaient vraiment très motivés, quoi. Très très motivés. Entre le printemps 2015 et le printemps 2017, on a surtout échangé à distance pour régler les questions d'ordre juridique, dons, dépôts, voilà, ce genre de choses. Les questions de droit d'auteur, de cession de droit, voilà. Et après, la collecte proprement dite, oui, donc printemps 2017, donc ça fait plus de 3 ans que ça dure. Juridiquement, le fonds Vallière a fait l'objet d'un don
par Michel et Michel Vallière au département de la Vienne pour que ces archives soient conservées aux archives départementales. Ça nous intéressait parce que sur le fond c'était intéressant, enfin j'y reviendrai, et puis professionnellement ça nous permettait aussi de nous frotter à un type d'archive qui a pleinement sa place dans les services d'archives et ça nous permettait d'élargir notre champ d'activité en fait et de ne pas nous limiter aux archives papier classiques habituelles. Le fond il a aussi, du point de vue là, du contenu cette fois-ci, il a un intérêt particulier, c'est que le fonds Vallière n'est pas qu'un fonds sonore, mais c'est quand même d'abord un fonds sonore. Et dans les entretiens sonores, on garde la trace d'éléments qu'on ne retrouvera a priori jamais dans des archives écrites, surtout quand il s'agit d'archives publiques produites par des administrations qui ne donnent qui sont très riches d'informations, qui peuvent être historiquement très intéressantes pour plein de raisons, où la vie des gens est toujours perçue par le biais de l'administration, avec un grand A, quelle qu'elle soit. Alors que là, évidemment, les informateurs que vous êtes allés patiemment enregistrer les uns après les autres, ils s'expriment eux-mêmes. Ça donne un complément qu'on n'aurait jamais eu sous une autre forme que celle-ci, en fait. Quand vous êtes venu nous proposer, la réponse était forcément oui, ne serait-ce que pour cette raison-là, quoi. Quelles que soient les difficultés techniques que ça nous a posées derrière, parce que on les a tous ces enregistrements, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Voilà, après ça, on est en train de commencer à apprendre à le faire. Il y aura une sélection, donc pour l'instant, ça occupe une 30aine de mètres linéaires, donc 30 mètres d'archives, donc 30 mètres de documents posés debout les uns à côté des autres, c'est ça qu'il faut imaginer. Hein. Donc c'est un gros volume, clairement. Le choix qui a été fait au moment du don, c'est d'accorder aussi largement que possible l'accès au public. Tout le monde aura accès à l'ensemble du fonds librement, disons. Presque tout le fonds, puisqu'il y a quand même un certain nombre d'enregistrements, dont le contenu peut mettre en cause la vie privée de tiers, enfin bref, voilà. Ou un contenu, disons que je pense aux enquêtes sur la sexualité, où ça va assez loin dans l'intime, évidemment, où là, il a été jugé préférable de préserver l'anonymat et donc de réserver l'accès aux enregistrements, par exemple, dans certains cas. Mais c'est vraiment de l'exception. La règle générale, ce sera effectivement un accès libre, aussi bien aux documents sonores écrits et photographiques. La consultation sera possible, elle l'est déjà pour une toute petite partie du fonds sonore, à titre expérimental on va dire. On essaye de donner accès sur le site aux documents qui sont numérisés, ou au moins à certains d'entre eux. Voilà. Donc les enregistrements de Marie Prieur, qui sont assez centraux dans le fond, sont les premiers à bénéficier de cette étape-là du travail de traitement. On parle des archives de Michel Vallière pour faire court, si je puis dire, mais je n'oublie jamais, ce sont aussi les archives de Michel Vallière. Oui, puis il fait des Ça, c'est les pas de danse, en fait. il fait des petits dessins. Un croquis pour comprendre comment ça se danse. Oui, voilà. Et en même temps, comment les déplacements. On a 1,3 km, 1,4 km d'archives privées sur le total des 27, donc ça fait grosso modo 5% du total, quoi. Voilà. Et donc le fonds Vallière fait désormais une des pièces maîtresses, disons, de l'ensemble des fonds privés que nous conservons ici. Et donc là, nous sommes dans le magasin où se trouve l'essentiel des archives privées de manière générale, et en particulier donc la partie sonore du fonds Vallière, donc l'essentiel du fonds quand même, qui se trouve donc un peu plus loin à droite. L'ensemble des enregistrements donc, se trouve sur les travées qui sont ici, les 3 travées qui sont là, plus la travée qui est derrière moi. Là. Et donc les enregistrements, donc là, alors, il y a plusieurs formats de boîtes en fonction de la taille des bandes, des choses comme ça. Le fond n'est susceptible d'être communiqué que sous forme numérique. Donc c'est-à-dire que le fond est numérisé petit à petit, il y a 40% du fond qui est numérisé désormais à peu près, puis ça, on en fait un peu chaque année. S'il fallait qu'on les garde à plat, ça prendrait beaucoup plus de place. Là on les garde debout les unes à côté des autres, sur 2 épaisseurs en plus, donc là il y a un gain de place maximal, là, parce qu'il n'y a pas loin de 2000 enregistrements dans le fond, et ils tiennent tous là, hein. Ils sont vraiment tous là, les 1935 enregistrements, ils sont vraiment tous là. Voilà. Dans Paris, il y a une gentille brunette, blanche comme la neige, jolie comme le jour, blanche comme la neige, jolie comme le jour.